Bonjour à tous, merci de votre patience. On vous fait une petite conférence sur les impensés du bas carbone et on a failli la faire sans électricité, donc c'était encore plus bas carbone. Donc on va vous parler de trois projets qu'on développe au sein de AIA Life Designers. Nous sommes une grande agence d'architecture et d'ingénierie, on est 800 personnes. On a 15 agences en France. Moi je m'appelle Laurent Rosset, je m'occupe de la stratégie, de l'innovation, de la réhabilitation. Et là on va vous parler de trois projets. Alors pas forcément très grands en taille, mais où il y a un peu d'ingéniosité, on aime bien parler de ça, pour aller chercher à réduire le poids carbone sans dépenser d'argent, voire en gagnant de l'argent. Donc je vous parle du premier projet qui s'appelle la Station A. Alors la Station A, ce sont nos bureaux dans l'agence d'Angers, qu'on a conçus sur une ZAC. Alors vous voyez sur l'image, c'est dans un océan de bâtiments qui devaient être tous bas carbone, mais ils sont tous en béton. Nous, on a fait vraiment un bâtiment très bas carbone. Je vais vous montrer les chiffres. Voilà le bâtiment. Et on s'est rendu compte en travaillant le projet que le levier le plus pertinent, ça a été de réduire les mètres carrés. Je vais vous expliquer comment on a fait ça. Alors je précise bien, réduire les mètres carrés à usage équivalent, voire supérieur. Donc la station A, c'est quoi? C'est d'un point de vue mesure classique du carbone, celle qu'on met dans les tableurs Excel. D'un point de vue indice carbone matériaux, vous voyez toute la liste des solutions qu'on a utilisées. Je ne vais pas forcément tous les détailler. Et puis à droite, d'un point de vue indice carbone énergie également, toute la liste des choses intéressantes qu'on a pu faire, notamment peut-être un petit focus sur des vitrages pariétodynamiques, ça c'est toujours intéressant. On préchauffe l'air avant qu'il rentre dans le tertiaire. On n'a pas de climatisation, on a bien vécu la canicule du mois de juin. Donc c'est un projet qui fonctionne sans clim. Bref, on est arrivé à une empreinte carbone par mètre carré, amortie sur 50 ans, qui est très performante, parce que si vous regardez les indices, aujourd'hui on est au seuil 2031, donc avec les valeurs que je vous ai indiquées juste avant, sur les matériaux et sur l'énergie. Sur l'énergie, on est très très bon, on est à 60. On a une pompe à chaleur qui est dans le sous-sol et qui utilise l'air qui est déjà préchauffé du sous-sol pour nous réchauffer l'eau l'hiver, pour même nous la rafraîchir un peu l'été. Donc là, en fait, ce que je veux vous parler, c'est l'intensification des mètres carrés. C'est très simple. Alors normalement, il y a une animation, les lignes arrivent les unes après les autres, c'est plus facile à comprendre. Mais sur la première ligne, tout le monde sait que l'empreinte carbone par mètre carré, c'est l'empreinte carbone matériaux et énergie. D'accord. Si vous regardez l'empreinte carbone totale d'un bâtiment, qui a une surface S, de mètres carrés utile, son empreinte totale, c'est ce que j'ai mis à droite, c'est l'empreinte carbone par mètre carré fois la surface, d'accord? Donc là, comme il y a un truc qu'on a tous appris au collège, la multiplication, elle est commutative et associative. Vous pouvez, si vous voulez baisser de 15% par exemple votre empreinte carbone, vous pouvez soit diminuer de 15% l'empreinte, ça vous coûte de l'argent, parce qu'on est un bâtiment qui est déjà très performant en carbone. Chaque kilo de carbone qu'on va enlever, il va coûter cher. Je vais vous montrer tout à l'heure, il coûte à peu près 1 € sur le petit E. L'autre solution, c'est celle que je vous montre ici, c'est de réduire la surface. Je précise bien à usage équivalent. Et vous pouvez avoir une empreinte globale aussi optimisée en jouant soit sur E, soit sur S. Moi, je vous parle de jouer sur S. Ce qui est un peu un impensé, on regarde souvent les matériaux, l'énergie. Là, c'est réduire la surface. Comment on peut faire ça? En fait, c'est pas dans les tableurs, c'est en se parlant. On a parlé avec notre maître d'ouvrage, on a parlé avec les futurs utilisateurs et on s'est dit quels sont les mètres carrés dans l'immeuble qu'on a chacun dans nos parties qu'on pourrait mettre en commun. Alors le truc hyper classique, c'est les sanitaires. Il y a beaucoup de bureaux qui font ça. C'est très intéressant parce qu'en plus, derrière, les bureaux sont plus sécables. C'est plus facile, si on veut les redécouper, etc., d'avoir les sanitaires à l'extérieur. Mais en fait, finalement, on s'est mis d'accord pour n'avoir aucune salle de réunion dans nos propres bureaux. Donc on va avoir à terme 7 locataires différents, 7 entreprises. Toutes nos salles de réunion sont externes. On les a mis en commun. Les dégagements, on les a rendus vivants, c'est-à-dire qu'on a créé au lieu de mettre un escalier un peu minable pour ne pas perdre de mètres carrés, on a accepté de louer l'escalier parce qu'il est hyper sympa. L'escalier, il tourne autour, il s'enroule sur l'angle urbain. On y fait des petites conférences, des petites expositions. Quand quelqu'un gagne un concours, on fait des présentations, etc. On a un work café au rez-de-chaussée, qui est en fait le lieu où tout le monde vient déjeuner, prendre la pause, le pot du vendredi soir, etc. Et même,
extraordinaire, le local informatique. Les DSI de chaque boîte ont accepté de mettre en commun leur local informatique. Au lieu d'avoir 15 mètres carrés perdus dans chacun des bureaux, on a mis 25 mètres carrés pour tout le monde. N'empêche que ça fait gagner des mètres carrés. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Cet immeuble, il a 2000 mètres carrés de surface. On a accepté, tous les locataires, d'avoir 15% de la surface qu'on loue, en bail 369, je précise, hein, qui est mis au pot commun. Donc 15%, ça a mis 300 mètres carrés. Alors vous prenez celui qui a, par exemple, qui va louer que 100 mètres carrés. Il va louer que 15% non privatif. Il va louer 85 mètres carrés privatif, 15% qu'il va mettre au pot commun. N'empêche qu'il a accès, prorata temporis de sa surface dans l'immeuble, d'accord? Ça, c'est la petite règle, toute simple, à 300 mètres carrés d'espace d'usage. Même pour nous, AIA, qui avions des bureaux de 500 mètres carrés, en fait, on a réduit à 400. Donc on a enlevé 20% de nos mètres carrés. On est à 400 aujourd'hui, mais on a ces 300 mètres carrés auxquels on a accès. Et il n'y a jamais d'embouteillage en fait, parce ça crée de l'intelligence collective dans l'immeuble en plus. Donc finalement, l'immeuble, on l'a dessiné 15% plus petit. Bah oui, c'est ça l'impensé. On a moins construit. Et ça, c'est comme l'énergie qu'on ne consomme pas. Hein. C'est le meilleur moyen de ne pas dépenser du carbone entre nous. On est à 100 de la construction, mais c'est de ne pas construire. Enfin, disons, c'est d'avoir les mêmes usages, les mêmes services en construisant moins de mètres carrés. Inutile. Alors, je vous donne 2 exemples et j'ai fini. Par exemple, notre work café au rez-de-chaussée, vous voyez, c'est un lieu qui est vraiment atypique. Alors, derrière cet impensé du bas carbone, il y a un impensé d'usage. C'est-à-dire, quand vous cherchez à baisser comme ça intelligemment les carbones, vous créez de l'usage collectif vachement intéressant. Dans ce work café, il se passe un truc, c'est que, nous, dans l'agence, les gens qui voulaient de plus en plus télétravailler, ils veulent moins télétravailler. Ils veulent venir à l'agence. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne ambiance. Et notamment le vendredi soir, à tour de rôle, chaque entreprise paye son pot. Vous voyez, alors qu'on n'avait pas d'espace comme ça dans nos anciens immeubles. Donc en gagnant des mètres carrés, on a gagné en plus de la convivialité. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, vous avez aussi une salle qui s'appelle la salle Sylvestre. Chaque salle a un nom d'arbre, qui est une salle assez généreuse. On ne pourrait pas se payer une qualité de salle comme ça de réunion si on l'avait faite toute seule pour nous dans nos immeubles. Et en plus, le midi, il y a du cours de yoga, etc. Donc tout le monde s'y retrouve, il y a plus d'usage, avec moins de carbone, vous voyez, c'est formidable. Moins de mètres carrés, moins de carbone, plus d'usage. Alors on m'a souvent dit, oui mais ça on le fait déjà, il y a déjà des espaces partagés dans les bureaux. Trouvez-moi un bureau où aujourd'hui les gens ont accepté de louer 15% de leur surface au même prix que ce qu'ils ont en privatif, dans un bail 369. En fait ça n'existe pas. Parce que même le promoteur au départ qui nous a accompagnés, je remercie Duval qui a même évolué dans son approche au fur et à mesure, il me disait au départ, personne n'acceptera de louer un bail comme ça. Les gens n'acceptent pas de louer 15% de surface qui n'est pas à eux. Mais au contraire, s'il y en avait 20, ils seraient encore plus contents parce qu'ils se sont rendus compte de tout l'usage supplémentaire que ça a amené. Donc voilà, maintenant pour conclure, si j'avais voulu faire ça en jouant classiquement sur les matériaux et l'énergie, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, on était à 590 et 62. Pour gagner 15% de 652, c'est 97,8 pour les matheux. Je peux vous dire que c'est costaud. Hein. J'ai fait un calcul sur un coin de table. Combien ça me coûterait par kilo de CO2 que j'essaye d'économiser sur cette empreinte? Globalement, vous voyez, pour 97 kilos que je vais encore trouver, c'est-à-dire passer en seuil 2035, il n'existe pas encore, mais puisqu'on est déjà en 2031, c'est 91 €. Sur l'immeuble, ça fait 180 000 €. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand vous êtes arrivé à un immeuble vertueux, on fait tous des immeubles vertueux puisqu'on est tous au SIPCA. Donc on est déjà sur des immeubles qui sont très bas carbone. Quand vous voulez encore gratter du carbone, ça vous coûte une blinde. Et c'est là où il faut aller chercher les impensés du bas carbone et jouer sur l'usage. Et je vais passer la parole à mon collègue en finissant sur cette dernière diapo en vous disant, voilà, pour nous, pour AIA, un projet vraiment bas carbone aujourd'hui, c'est un projet qui est durable en fait. C'est pas le bas carbone pour le bas carbone, vous voyez. Là, on est good au niveau environnement, very good même. Hein, donc les matériaux, l'énergie, le pariétodynamique, 15% de surface en moins, on est super. Mais en cherchant avec ces 15% de surface gagnée, ce qu'on pouvait créer, on a gagné beaucoup en social, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, la convivialité, l'esprit dans l'immeuble. Il y a vraiment un esprit de la station A aujourd'hui. Hein. Et puis, si vous venez à Angers, on vous montrera, on vous invite à voir. Et surtout, je vais vous dire un truc, c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que c'est pas à Isoku, c'est moins cher. Parce que même le constructeur qui a construit moins, on pourrait dire il loue moins de surface, mais en fait, il loue un peu plus cher. Et la planète y gagne, puisqu'on a moins de CO2 à coût zéro, quoi. Vous voyez, donc on gagne sur les 3 tableaux. Sur la question diagnostic intense. Alors,
je voulais juste, alors je sais s'il y a des gens de l'art parmi vous, donc évidemment vous connaissez tout ça, mais voilà, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiarisés avec les questions de réhabilitation, voilà, nous on a démarré le projet depuis 3 mois, voilà tous les diags que nous avons effectués, alors soit que nous avons récupérés parce que le programme était quand même assez bien fait, mais également ceux que nous avons lancés. Donc, diagnostic, je vais les citer un par un et je vais raconter ce qui se passe pour chacun des diags. Non, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le carbone qu'on ne met pas dans une construction neuve, aussi bien dans le béton, dans les fondations, dans tous les matériaux neufs, et ben, finalement, il est compensé par beaucoup de matières grises, beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances, de reconnaissance et surtout beaucoup de dialogue avec des parties prenantes parce que finalement vous avez parfois un maître d'ouvrage qui pense que quelque chose est possible mais malheureusement avec les diagnostics finalement c'est peut-être toujours possible mais pas forcément pertinent. C'est peut-être plus possible du tout pour des raisons de pollution notamment, c'est un bâtiment scolaire etc. Donc là aujourd'hui comme le programme était très bien fait, si vous voulez, on n'a pas de surprise majeure. Mais vous voyez, voilà, diagnostic parasitaire, diagnostic faune-flore, diagnostic ressources aussi par rapport à la réutilisation, ça c'est très important. Voilà, bon, évidemment, je ne vais pas les citer tous, mais voilà, j'ai mis 3 petits points parce que nous n'en avons pas fini. Parce que évidemment, vous avez les diagnostics initiaux, donc par les diagnostics intenses, mais également les diagnostics continus. C'est-à-dire que en fait, au fur et à mesure où la cité scolaire les locaux vont se libérer, on va continuer à faire des diagnostics. Il faudra qu'on en fasse parce que le plus on connaît le bâtiment, le plus on est capable de bien décrire les travaux qui sont nécessaires de faire pour ce bâtiment. Donc voilà, tout ça évidemment, alors je vois des gens avec qui on travaille sur le lycée de Meaux aussi qui sont présents, donc évidemment on l'a fait sur d'autres lycées au préalable, évidemment on l'a fait sur d'autres opérations de réhabilitation. Tout ça pour dire que ce n'est pas des sujets qu'on découvre, mais voilà, si vous attaquez si vous avez la bonne idée en tout cas de réutiliser un bâti existant pour construire un programme neuf, pour réadapter le bâtiment et mettre un nouveau programme, ben voilà, ça nécessite le carbone que vous ne consommez pas, il faut le compenser par beaucoup d'échanges et beaucoup de temps passé. Voilà. Et la question d'adaptation, voilà, parce que, alors, pour le coup, l'expérience qu'on tire aussi de notre projet commun avec Aménagement 77 sur le lycée de Meaux, c'est voilà, on profite de la libération d'espace pour conforter les diagnostics et on a des retours sur l'expérience. C'est-à-dire que voilà, on commence à mieux connaître. Donc c'est pour ça aussi que sur cette opération de cours, on fait une opération préalable aussi pour, si vous voulez, voilà, elle est petite à l'échelle du projet, mais elle nous permet de mieux connaître le bâtiment et de faire un projet qui soit plus adapté à ce bâtiment. Je passe la parole à Sébastien. Bonjour à tous, on va essayer de faire très très vite sur la suite. Projet donc du coup qui tourne autour de l'économie circulaire. Donc effectivement je vais passer très vite parce que le modèle d'avant on le connaît, l'opposition quand on parle d'économie circulaire, on a cette dualité entre le modèle linéaire et le modèle circulaire. Et nous effectivement au travers de ce projet-là, l'objectif c'était de partir, avoir une conception un peu particulière puisqu'on partait de la matière existante pour aboutir finalement à la création d'un projet neuf. Et donc voilà, cette diapo-là veut expliquer que forcément on se place dans un contexte où les planètes s'alignent presque parfaitement. On a d'abord une équipe d'acteurs engagés, donc Podelia, un bailleur social sur la Seine-Angevine qui est particulièrement engagé dans l'économie circulaire. Un expert qui est matière grise, un acteur local spécialisé dans le réemploi de matériaux et notre équipe multimétier. À travers ça, effectivement, ce projet-là, en fait, ces acteurs-là se sont mis autour de la table et on a défini 3 lignes directrices. Ces lignes directrices sont l'optimisation des flux de matière à l'échelle urbaine, l'opération par une conception inversée. Donc effectivement, c'est la matière qui va guider la conception du projet. Et puis forcément une objectivation chiffrée avec un objectif assez ambitieux puisqu'on vise 50% d'intégration de réemploi de matériaux en masse dans le projet, avec aussi un objectif de sourcing de gisements dans un périmètre géographique tenable et de viser par ce biais-là une réduction de 50% de l'empreinte carbone du projet. C'est un projet de taille modeste puisqu'on s'ancre sur une programmation de logements, 25 logements, à peu près 1400 m² de chab pour un budget de travaux de 3,4 millions. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les éléments qui ont fait qu'on a pu aboutir à cette réflexion-là.
Aujourd'hui, vraiment une des clés en fait, de la réussite du projet, et ce qui nous fait bien défaut quand on parle d'économie circulaire, c'est d'avoir finalement un lieu de stockage. Là, c'est vraiment la chance qu'on a sur ce projet-là, quand les planètes s'alignent, c'est qu'on a la chance d'avoir un espace, une halle industrielle, à peu près 800 mètres carrés, qui est à 10 mètres du futur site de construction. Ce lieu de stockage, il appartient donc au bailleur social, et il nous est mis à disposition pour pouvoir créer une ressourcerie, ou en tout cas un lieu tampon de stockage des éléments de réemploi à proximité de notre site. Et donc on en tire le bénéfice, c'est vraiment la rotule et une clé du succès de ce projet-là. Et on a développé toute une méthodologie en partenariat avec notre expert réemploi sur finalement la logistique et le conditionnement des matériaux. On a plusieurs boucles. On va avoir une possibilité directement de traiter les matériaux dans la halle, mais on va avoir aussi la possibilité de travailler avec les entreprises ou avec des ateliers d'insertion pour pouvoir reconditionner ces matériaux-là. J'en ai parlé en introduction, mais effectivement, une des clés aussi majeures de ce projet-là, c'est la matière existante que l'on a à disposition sur le territoire angevin pour guider la conception de notre projet de logement. Quand je disais que le contexte avait besoin que les planètes s'alignent, ici c'est le cas, puisqu'en fait on a le CHU d'Angers qui est en période de démolition et sur lequel on compte capitaliser et sur lequel on a pris en fait certains gisements, on a identifié certains gisements, notamment la charpente, qui a permis en fait de caler le volume et les espaces en fait du futur projet de logement. Ici, comme on peut le voir sur le détail technique, donc on a fait un relevé, un diagnostic précis des charpentes sur le CHU d'Angers et on a calé les tailles, enfin en tout cas les dimensions de la charpente, sur la future charpente de notre projet de logement. L'opportunité aussi de ce projet-là, c'est de pouvoir créer finalement une cartographie numérique, de pouvoir passer le projet en Revit. Donc on a fait tout le montage du projet neuf en Revit, et donc on a indexé aux matériaux de réemploi une étiquette, une nomenclature spécifique pour arriver finalement à une espèce de cartographie, une carte d'identité. Et on parlera ici en fait de concept de banque de matériaux. C'est un concept qu'on essaye de valoriser, ou en tout cas de mieux comprendre à travers ce projet-là. Et puis on mettra avec la configuration et la modélisation de ce concept-là en imagerie, une couche Power BI qui nous permet de sortir des statistiques et des chiffres sur le projet. Enfin, c'est impossible de ne pas parler de l'empreinte carbone de ce projet-là. Donc voici déjà les deux seuils que l'on arrive à atteindre en fait avec ce projet-là en comptabilisant la partie de réemploi. On a une première approche qui est sur le mode réglementaire, où on compte finalement à zéro les matériaux de réemploi, ce qui est la méthode finalement qu'on connaît tous. Mais étant donné qu'en fait on travaille aussi avec des matériaux biosourcés de réemploi, on s'est dit qu'aujourd'hui c'était vraiment dommage, ou en tout cas une mauvaise interprétation de ne pas compter finalement le potentiel biosourcé des matériaux de réemploi. Et donc du coup on a fait ce travail de méthodologie là, on a essayé de valoriser ça pour se dire que les matériaux biosourcés ne sont pas à zéro, puisqu'ils ont déjà un impact négatif, et qu'on essaye de l'estimer, ou en tout cas on essaye de leur donner une valeur dans l'approche de réemploi. Et on voit vraiment la différence, puisque dans la méthode réglementaire, on est à 543, et dans la méthode, en fait, avec l'exploitation des valeurs biosourcées de réemploi, on est à 447. Donc on a vraiment un delta qui est assez intéressant et qui permet de bonifier finalement le réemploi des matériaux biosourcés. Donc voilà, je finis avec une image de synthèse du projet qui aura cette allure-là. Et je vous remercie pour votre attention. Juste donc un mot de conclusion, parce qu'on a un peu débordé pour finir. Donc vous avez vu 3 projets, et c'est bien des 3 projets où on a essayé de démontrer que c'est pas uniquement sur les matériaux neufs ou l'énergie qu'on va baisser le carbone, et c'est surtout sur l'intelligence conceptuelle. Tant sur la banque de matériaux, en disant c'est la banque qui va faire la conception, on part des matériaux qu'on a et ils vont guider l'architecture. Sur les usages partagés, vous l'avez compris, et puis sur un réemploi sur site, ça c'est le plus vertueux. Le vieux radiateur en fonte, on le ponce, on le repeint, la vieille porte, on la laisse sur place, on la décape, on la repeint, le vieux plancher, on le sauve, etc. Aujourd'hui, on a quand même encore une approche en réhabilitation
où on décape, comme on dit, on met à nu et on refait. L'idée, c'est quand même demain de garder un maximum de choses, de ce qui existe et de le réparer sur place. Voilà, merci beaucoup.